Stop pour les techniques, place à l'art. Il s'en va. Ouais, non, il en a marre. C'est l'art, s'il n'est pas intelligent et artificiel, ça lui va pas. J'ai pas branché, donc j'ai plus de batterie après. Donc, autour de notre invité, n'est-ce pas? Alors, donc, Vincent Lambert, le vivant. Le pas connu. Voilà, l'autre. Moi, je dis toujours l'autre. Stick écrit pas. Et voilà, c'est ça. Celui qui ne sait pas écrire, en fait. Donc, bon, ça fait un petit moment qu'on se fréquente, effectivement. Donc, pour la petite histoire. Donc, les blancs de la school. C'est ça, sur les blancs de la Nikon School, où tu officiais sur pas mal de choses, donc notamment sur les boîtiers, principalement Nikon, sur lesquels tu as écrit beaucoup d'ouvrages. Et chose qui était peut-être peu connue à l'époque, tu avais un goût pour une appétence toujours pour l'apprentissage. Enfin, en gros, tu es un peu... ouais, je te perçois toujours un peu comme l'espèce d'éternel étudiant en phase d'apprentissage. C'est assez drôle, cette espèce de work in progress d'apprentissage permanent, qui pour le coup est très très riche. Et donc à côté de cette on va dire carrière de formateur photo, d'enseignant en fait globalement, c'est cette transmission. Puis, ouais, c'est ça, mais c'est aussi globalement une casquette de transmetteur de savoir en fait qui t'a toujours animé. Il y a aussi la casquette du photographe et plutôt du coup plasticien ou comment tu là le aussi définirais, en fait je suis vraiment un multicasquette. Moi j'aime bien me définir comme un spécialiste de rien sauf de la polyvalence. En fait, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, des domaines différents, et en tant que photographe, j'ai toujours eu aussi un peu la double activité de photographe professionnel commercial, on va dire, et puis photographe qui fait ses trucs à lui et qui fait ses propres recherches, quoi. Donc un côté plasticien, effectivement, enfin même si ce terme est un petit peu il faudrait le définir, on va dire. Ouais, c'est difficile de mettre une étiquette qui soit juste. En tout cas, c'est la partie photographique de recherche, quoi. En fait, qu'il n'y ait pas d'enjeu commercial direct. Et puis, sinon, une activité aussi professionnelle, plus ciblée autour de l'architecture, notamment. Et voilà, j'ai mené un petit peu ces deux aspects-là, plus l'enseignement depuis une vingtaine d'années en fait. Oui, c'est ça. J'ai toujours connu dans cette phase alors, enseignement, et en même temps, j'aurais tendance à utiliser le terme recherche, que ce soit recherche d'apprentissage pour toi, d'enrichissement culturel, lié à la photo à titre perso, mais aussi à restituer, parce que... Tout à fait, je pense que alors si je comprends bien ce que tu dis, c'est recherche aussi dans le champ pédagogique autour de la photographie, c'est-à-dire que le fait d'être intervenu auprès des Beaux-Arts, de la fac, de la Nikon School, du BTS photo à une époque, à chaque fois, c'est des entrées différentes, sur des publics différents, sur des attentes différentes, des horizons d'attente aussi, de culturels qui sont très différents les uns des autres. Et du coup, il y a un peu le challenge en tant que prof de s'adapter à tout ce beau monde et à essayer de trouver la voie qui va leur permettre d'aller vers la photographie de la manière qui leur convient, en fait. Oui, dans laquelle eux se retrouvent. Ouais. Dans laquelle ils peuvent avoir potentiellement quelque chose à y faire, quoi. Moi, je suis très ouvert sur le côté. J'essaye, en tout cas, aussi de relier un petit peu les différents univers photographiques qui sont très hermétiques, de moins en moins, en fait. Ouais, c'est vrai que ça s'ouvre. On en parlait il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que quand on a commencé la photo, nous, il y a 20 ans, il y avait l'art, il y avait le reportage, il y avait le studio, il y avait le mariage. Tout était extrêmement cloisonné. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Oui, c'est vrai que c'était difficile de défendre le fait d'être multicasquette.
Ouais, c'était même pas très sérieux en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours été. Enfin, le marché s'est toujours organisé autour de cases très définies. Et dès qu'on prétendait vouloir s'exprimer et être potentiellement bon dans 2 cases, c'était juste pas possible, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est voilà, on a vu observer chez des photographes des passages du reportage à l'art, du studio vers l'art. Enfin, peut-être que le point de convergence, c'est vers le champ artistique, le champ des galeries, etc. Donc, pour des recherches de débouchés aussi professionnels. Parce que, Ouais, on peut évoquer par exemple Guillaume Herbeau qui il y a 25 ans qui a commencé à mettre du reportage dans les galeries d'art. De La Haye aussi, ouais, qui était peut-être encore avant Guillaume, mais voilà. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'aller naviguer un petit peu là où tu avais envie, en fait. Où j'avais envie et où on ne m'attendait pas forcément, mais c'est pas grave. Moi, j'arrive en mode ça me plaît, ça. Voilà, je vais où ça m'intéresse. Et puis, voilà. Oui, mais en même temps, c'est bien, parce que finalement, ça montre, tu démontres que ce qui compte, c'est ce que tu as envie. Ouais, je pense que. Enfin, c'est l'échange dont tu as envie, quoi. C'est l'échange, c'est ce que tu peux recevoir d'un sujet, d'un public, et ce que toi, tu as envie de donner en retour, que ce soit au travers d'un travail photographique ou d'un travail d'enseignement. Ouais, tout à fait. Qui généralement plus se lit. Et puis les gens que tu rencontres, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été toujours très moteur, même tu vois à la school où c'est. On fait toujours un peu les mêmes formations, mais les gens devant, ils sont toujours différents. Et finalement, le matin, c'est plus les gens que tu viens rencontrer. Tu sais que tu as ton déroulé, que tu vas dire à peu près la même chose que d'habitude, mais eux vont te dire des choses différentes. Et c'est ça qui est moteur. Et c'est. Ouais, puis c'est même challengeant, je trouve, parce que finalement, au travers d'une. Enfin, moi, je sais que sur les formations débutants, on pourrait se dire, bon, on va leur faire diap vitesse ISO, balance des blancs pour la 27e fois de l'année. Ça peut paraître, vu comme ça, un peu chiant. Et en même temps, mis au travers de quelqu'un qui découvre totalement et qui, des fois, va le poser dans un sens ou une question complètement c'est clairement déstabilisante. C'est clairement les plus durs, les formations. C'est ce qui est paradoxal, c'est qu'on met en général les cadors sur des formations hyper techniques où finalement tout le monde parle le même langage, tout le monde a les mêmes références, donc finalement c'est pas très compliqué. Par contre, aller expliquer quelque chose que toi tu as pratiqué depuis, va expliquer comment avec une fourchette tu mets dans ta bouche, tu n'y réfléchis pas, quoi. C'est ça. Donc là, tu es face à des gens qui n'ont jamais entendu et tu prends ton appareil photo et tu fais comme ça et ça va bien se passer. Et voilà, c'est vraiment les formations les plus dures, les plus qui te demandent de te mettre vraiment dans la tête de celui qui est en face, en fait. Et c'est le crash test un peu pour savoir si tu es fait pour ce métier ou pas. Si au bout d'une heure, tu chemines, ça fait 6 fois que je t'explique le diable, si tu n'as pas compris, c'est que vraiment il y a un problème. Voilà, c'est que c'est pas pour toi. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours tous les deux défendu, ce côté, c'est les gens à qui on apprend des choses qui sont le centre de la formation. C'est pas nous ni le contenu qu'on va leur amener, c'est ce qu'eux vont faire de ce qu'on va leur C'est ça. leur moi, montrer, dans ce domaine-là, notamment avec les débutants, mon petit plaisir personnel, mais je pense qu'on a le même, c'est quand, généralement, à la fin de la première journée ou fin de matinée de la deuxième, il y a l'œil qui commence à pétiller parce que les choses se mettent en place, quoi. Il y a toujours un moment où ça bascule et on sent la personne en face qui dit « ça y est ». Ouais, je vais pouvoir en faire quelque chose. C'est ça. Et j'ai envie d'y aller, quoi. Exactement. C'est clair. Donc pour le coup, maintenant, tu fais ça dans un lieu qui est quand même assez vénérable. Ouais. Un peu connu. Prestigieux, en tout cas. Légèrement, c'est monsieur un joli cadre. Et a été renouvelé dans son poste aujourd'hui. Donc félicitations. Qui est donc chef, directeur. Le responsable de la base photographique, en fait, parce que donc à l'école des Beaux-Arts de Paris. Voilà, il faut connaître un petit peu le principe des Beaux-Arts. C'est une école. Pas un titre en anglais particulière, si. Parce que normalement, c'est toujours un truc photographic department. J'entends toujours des tas de titres super ronflants et c'est toujours en anglais. C'est beaucoup plus drôle. Et non, parce que les Beaux-Arts, en fait, nous, on est dans le département des bases techniques. Il y a deux piliers, en fait, dans l'enseignement aux Beaux-Arts. Il y a les ateliers de pratique artistique
qui sont animés, enfin coachés par des chefs d'atelier qui sont des artistes contemporains en activité. Et puis, donc ça c'est un peu le pilier, alors, qui est d'ailleurs spécifique aux Beaux-Arts et qui est intéressant parce qu'il se mélange les 5 années différentes au sein du même atelier. En fait, il n'y a pas de hiérarchisation d'années vraiment en fait, aux Beaux-Arts. Donc en fait c'est par pratique et pas par niveau. C'est par pratique et au-delà de ça, par affinité avec un chef d'atelier. Parce qu'un photographe peut aller chez un peintre, par exemple. Oui. Il y a des étudiants qui font de la peinture qui sont chez les chefs d'atelier photographes. Donc c'est, voilà, qu'est-ce que telle personne va pouvoir m'apporter en fait. Donc ça c'est le premier pilier. Puis il y a un autre pilier qui parce que finalement ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'enseignement, notamment au niveau des débutants tout à l'heure. Ouais. Mais quelque part ça signifie que le moteur, il n'est pas tant technique, il est presque plus émotionnel ou intellectuel. En grande partie. Alors ça dépend aussi des ateliers. Il y a des ateliers qui sont très centrés sur la pratique, un peu technique, etc., notamment les ateliers de peintres. Les ateliers de photographes, que je connais plus aussi, clairement, sont beaucoup plus ouverts, effectivement, sur l'idée. Moi, c'est pas le chef d'atelier vraiment qui va apprendre à faire des photos, entre guillemets, à manier une chambre, etc., quoi. Ouais, lui, il va accompagner sur des projets. Un peu comme mentorat, en fait. Ce mot qu'on entend partout maintenant, on considérait que c'est une sorte de mentorat, en fait, l'organisation des études aux Beaux-Arts. Et du coup, l'apprentissage de la chambre, par exemple, c'est nous qui la fournissons aux étudiants via les formations via le pilier technique qu'on organise. Et du coup, l'idée, c'est de faire se croiser, communiquer le plus possible les bases techniques que nous sommes avec les ateliers. Et c'est là où, quand ça se parle, que ça se passe le mieux, quoi, que c'est le plus intéressant. Forcément. Ce qui n'est pas toujours évident. Ça, je veux bien le croire. Il y a aussi des chefs d'atelier assez ouverts et qui sont prêts à déléguer un petit peu et à travailler avec d'autres. Oui, ça va pas être. Il doit y avoir des susceptibilité à gérer de temps en temps. Bon, en même temps, ça fait partie de l'intérêt aussi. Ouais, bon, en même temps, il est de notoriété publique que t'es chiant toi aussi, donc c'est quand même un mec pas facile au boulot. Quoi. Je suis carte sur table, moi, je dis les choses. Je donne mon mode d'emploi, et puis après, lisez le mode d'emploi. Le mode d'emploi est votre ami. Regarde son mode d'emploi. C'est pourtant facile, il est fourni avec. Donc à côté de cette activité liée vraiment à l'enseignement technico-artistique, je pense, puisque tu fais explorer à tes élèves différents champs de l'expression photographique. C'est compliqué de toute façon dans une structure comme celle-là d'être purement dans le technico-technique, parce qu'à un moment, c'est une approche de la technique qui est quand même assez particulière dans cette école, qui passe énormément par l'expérimentation. Donc nous, en gros, on est là pour donner les moyens en fait, aux étudiants d'expérimenter, de les guider un petit peu, sachant qu'ils n'écouteront rien de toute façon. Donc à un moment, tu laisses faire, et puis ça fume. On est dans le cliché de l'étudiant, 20 ans... qui va fumer des... non, ça, j'ai pas le droit de le dire. Je ne sais pas ce genre de fumée. Mais voilà, non, c'est effectivement c'est difficile d'être complètement technique. Oui, et puis est-ce que ça a un vrai sens dans ce type de moins en moins. Ouais, c'est ça. De moins en moins. Je pense que de la technique appliquée pour s'exprimer derrière, ça, c'est intéressant, mais technique pour la technique... Oui, puis en fait, ce qu'on demande aux étudiants, à ceux-là en particulier, c'est de revenir toujours, de se positionner, de se questionner sur ce qui se fait académiquement. Donc ça vaut pour l'esthétique, ça vaut aussi pour la technique, ça vaut pour tous les médiums en fait. Donc c'est compliqué pour une base technique aux Beaux-Arts de dire c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. C'est contradictoire avec ce qu'on demande à un étudiant des Beaux-Arts. Oui, finalement c'est plutôt leur indiquer que ceci est un point de départ. On leur donne des repères techniques, historiques. Le boîtier que tu utilises vient de là, il fonctionne comme ça, de base, il a été pensé pour ça. Après, fais-en l'usage qui te plaira et où tes expérimentations vont te mener, quoi. C'est bien ça. Donc pour le coup, je pense que ça te
Toi, tu t'éclates bien, quoi. Ouais, c'est fatigant aussi. Oui, ça je comprends. C'est marrant. Et alors justement, où se situe la résonance avec ton propre travail et tes propres recherches? En fait, je vais commencer à montrer quelques images en même temps de ton dernier projet, donc, qui s'appelle D'après Nature. D'après Nature, ouais. Alors, explique-nous un peu la genèse de ce projet. Voilà, allez, hop, tu as 1 heure. C'est 1 heure. Non, t'as beaucoup moins que ça. Je ne vais pas être aussi prolixe. Non, en fait, la genèse, elle est vraiment super simple. En plus, sur ce projet-là en particulier, c'est que j'étais complètement en panne d'inspiration. Je me souviens très bien, en fait, j'étais chez ma compagne, dans sa cuisine un matin. Je dis, en fait, je sais pas quoi faire en ce moment. Tu te cherches toujours un peu des projets, tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Et puis, je me dis, bah, tu fais quoi aujourd'hui? Je dis, bon, je vais me balader en forêt comme d'hab. Je vais quasiment tous les 2 jours, quoi. Et là, elle dit, mais pourquoi est-ce que je ferais pas un boulot sur la forêt de Fontainebleau, en fait? Bah ouais. Et c'est l'expression dig where you stand, hein, comme ils disent les Anglish. Et du coup, voilà, la genèse est très simple. Après, ça s'est quand même pas mal élargi, parce que j'avais quand même un petit peu en tête aussi les premières expérimentations, hein, des photographes du 19e, en forêt de Fontainebleau. En fait, ils sont arrivés très rapidement en forêt pour expérimenter. Et ça, du coup, je l'avais en tête déjà quand je faisais un petit peu mes premières photos. Et notamment donc, le texte que tu montres là, hein, je me suis intéressé à une figure en particulier qui s'appelle Georges Balany, et qui était un photographe qui est plus connu du tout aujourd'hui, mais qui était assez important à l'époque. Notamment parce qu'il était un membre très actif de la SFP, qui a été très motrice dans l'évolution des techniques photographiques. Oui, qui était né à la fin du 19e, si je ne trompe pas. La SFP, c'est 55, Gustave Le Gray. C'est ça. Ah oui, même un plus tôt. Toi, très tôt. J'aurais pensé 1890 en fait. Je sais pas pourquoi. Non, c'est 90 en fait. C'est la génération Balany en fait.